Parlons de la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau pour le grand débat qui commence. Je voulais remercier d'ores et déjà tous les amis qui sont sur le Facebook, qui sont prêts déjà à nous regarder depuis l'Allemagne, à commencer par Didier Zabalunet. Merci d'être avec nous. Et sans toutefois oublier aussi Béatrice de Bosson. Vous nous faites honneur d'être toujours devant vos écrans. Merci, 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 merci. Et je voulais tout de suite ovationner nos panélistes depuis Togo, les États-Unis et encore l'Allemagne. Merci d'être avec nous. Merci au professeur Issoufou, le docteur, celui-là que je nommais le Premier ministre, qui est toujours présent dans nos studios via Skype pour débattre le problème togolais, le problème aussi africain. Parce que ce n'est pas seulement le Togo, mais c'est l'Afrique. Mais nous avons choisi le Togo. Car quand le Togo va tomber, je pense que les autres pays africains vont suivre. Merci, professeur, encore une fois de plus. Et sans pas oublier Gabriel Adona en ligne depuis Lomé. Merci, Gabriel, d'être avec moi dans ce studio. Et notre ami Yves Kenao va nous joindre dans quelques minutes. Merci aussi à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Alors, professeur, comment ça va à la Caroline du Nord? Ça va très bien. Ça fait plaisir de nous retrouver une fois encore sur le plateau de Tempo TV Afrique. Et comme on le dit, la télé des Africains pour les Africains, par les Africains. Je salue aussi M. Gabriel Adona, qui nous a joint depuis Lomé. Sans oublier bien sûr Malik Sall, notre infatigable technicien, grâce à qui les programmes de Tempo Afrique sont toujours présents et s'améliorent tous les jours. Merci. Professeur, c'est nous qui vous remercions dans la mesure où vous êtes toujours présent à nos appels, à l'écoute de toute la diaspora togolaise et aussi du Togo qui attendent de vous, en tout cas, des solutions probables à tout ce qui se passe à Lomé. Alors, Gabriel, comment ça va à Lomé? Ça va bien, Serge Ignawa, ça va bien. On se défend pas mal ici à Lomé, malgré qu'il y a des petits pépins, mais comme le Togolais lambda, on se défend tous nombreux. Et je profite de l'occasion rapidement pour saluer le professeur, j'ai reçu bien sûr sa salutation, et puis Malik, le technicien de la soirée, et également à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur leur télévision pour nous suivre. Merci, merci Gabriel depuis Lomé. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous pour nous donner les informations, tout ce qui se passe à Lomé. Merci encore une fois de plus pour l'effort que vous faites pour nous informer. Alors, le grand débat d'aujourd'hui, le thème, le premier sommet
conjoint des chefs d'État de la CEDEAO et de la communauté monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Alors que cherche aujourd'hui la CEMAC à Lomé le 30 juillet prochain, 2018. Le professeur, ainsi est donc libellé notre grand débat, le thème du jour. Alors, nous allons laisser le soin toutefois à Gabriel Adona de nous apporter d'abord les informations avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Gabriel, est-ce que vous avez quelques informations? Vous allez nous donner la moitié des informations, après vous allez continuer encore sur d'autres informations. Alors je vous donne l'antenne, Gabriel. Merci Serge Nyawa. Effectivement, il y a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps au Togo. Juste après l'arrivée d'Alpha Condé et Nana Akufo-Addo le 27 juin passé, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition se sont lancés dans une course de sensibilisation et d'appel au public togolais pour essayer de bien se maintenir sur leur statu quo, pour essayer de bien répondre aux actes que vont poser les chefs d'État de la CEDEAO au 31 juillet prochain. Alors, ceci a fait que la C14 s'est lancée dans la course d'abord dans le Grand Nord, en l'occurrence Mango, Bafilo et Soukoué. Et comme on ne s'attendait pas du tout, les Togolais du Grand Nord essaient quand même d'être mobilisés plus que ceux de Lomé, d'ailleurs, on allait dire. Cette foule-là, on ne l'attendait pas au Grand Nord, mais finalement, c'était une foule inattendue. C'était une grande foule exorbitante, j'allais dire, qui attendait les dirigeants de la coalition des 14 partis politiques au Grand Nord, Mango, Bafilo et Soukoué. Finalement, à ces meetings de sensibilisation, la coalition a eu quand même à tirer la lettre du jour de sonnette pour essayer d'informer les Togolais du Grand Nord que voilà les décisions qui sont tombées de la rencontre avec les deux facilitateurs à Lomé au 2 février. Et ils ont également informé la population togolaise de là qu'ils n'ont qu'à essayer de rester dans leur qui-vive dès que la CEDEAO va essayer de donner quand même sa décision sur le sort du Togo. Si il arrive que ce n'est pas la décision que les Togolais attendent, là, il va falloir qu'on reprenne la rue, comme ça a été depuis le 19 août 2017. Alors, il est vrai que les forces armées essaient quand même de perturber un peu les manifestations de l'opposition, mais pour cette fois-ci, comme les deux facilitateurs ont donné leur ultimatum, ils avaient respecté et puis ils ont donné quand même leur protection aux dirigeants de la coalition. Donc ça a été bien déroulé au Grand Nord. J'étais parmi quand même les voyageurs. On a vu tout sous nos yeux. Et voilà, on a descendu à Lomé le dimanche passé. Il y avait eu un grand meeting sur le terrain Oscar Anthony. Aussi Jean-Pierre Fabre et ses collaborateurs, Madame Brigitte Adjamako Johnson, la coordinatrice de la coalition, ils ont eu à donner leur ton, à donner leur compte rendu, et ils ont rencontré les deux facilitateurs à 2 février dernier. Donc, suite à ça, il y avait eu quand même des questions et des inquiétudes qui se sont renculées dans les cœurs des Togolais. Qui sont des questions à savoir. D'abord, en premier lieu, il posait la question à savoir que si il arrive que la CEDEAO a donné une décision qui ne convient pas aux Togolais, qui ne convient pas à la situation togolaise, quelle serait la réaction des partis politiques de l'opposition? Bon, la réponse a été tout simplement qu'on va reprendre la rue, comme l'a bien éclairé le leader de filles de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Bien, ainsi, il y avait eu encore une autre inquiétude des jeunes, le leader des jeunes au Grand Nord, à Sokolé, qui disait que voilà, s'il arrive qu'on reprend la rue et les forces de l'ordre, on a donné l'ordre de tirer sur eux, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc ce serait la fin de la lutte. Ça a été toujours la scène auparavant. Donc et ils ont répondu, les leaders ont répondu que voilà, il y aura quand même les observateurs de l'Union africaine, les observateurs de la CEDEAO et également la sécurité internationale, en l'occurrence l'Union africaine, sa sécurité, la gendarmerie internationale et autres, là, ils seront là pour voir ce qui se passera. Bien, reste à savoir s'il y a eu ce contrat qui a déjà été signé avec l'Union africaine ou bien avec la CEDEAO, on ne sait pas encore. Donc, jusqu'alors, il y a une calme précaire qui prédomine sur tout le Togo, et tout le Togo attend maintenant la décision de la CEDEAO. Étant donné que ce n'est pas la CEDEAO qui va décider des Togolais, mais finalement, il est question que voilà, c'est la raison du plus fort qui parle. Donc, quelles sont les inquiétudes, quels sont les événements qui sont passés tout récemment. Et en plus de ça, c'est avant-hier, les préparatifs du sommet se profilent. Il y a les forces de l'ordre qui ont encerclé déjà les alentours de 2 février et palais des congrès. Donc, les civils ne passent pas, même si vous êtes fonctionnaire, vous devez passer à côté. Donc, il y a des rues de confinement que vous devez passer. Donc, les lieux sont déjà encerclés et sécurisés. On attend maintenant la descente des chefs d'État de la CEDEAO pour voir ce que ça va donner. Il y a déjà les émissaires de ces chefs d'État qui sont déjà au pays et d'autres chefs d'État qui essaient quand même de donner leur ton déjà. Donc on attend pour voir ce qui sera, disons, le 31 juillet prochain. Merci. Merci Gabriel pour ce développement. Merci pour cette belle contribution. Je voulais d'ores et déjà dire bonjour à Madeleine Kando qui est en ligne, qui regarde aussi cette émission via tout à fait Facebook. Alors professeur, voilà le développement de Gabriel depuis Lomé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Parce que là, quand même dit de bonnes choses, quelle que soit la décision. Sinon, si la décision de la CEDEAO, la décision de la CEDEAO qui doit être prise, si elle ne sied pas à la population, sinon à l'opposition, alors qu'est-ce que les Togolais vont faire? Qu'est-ce que la population va faire? Est-ce qu'elle va se mettre encore dans les rues? Et si elle se met dans les rues, il y aura encore l'armée qui va essayer de les mater. Sinon, continuer de les tuer. Est-ce que vous avez une solution à cette requête, professeur? Ma solution, je vais seulement citer, comment l'appelle-t-on, Sankara à travers les philosophes qu'il a cités. L'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave serait le seul responsable devant la condescendance, n'est-ce pas, à criade de son maître qui prétend la franchir. Moi, je pense que la solution du problème du Togo se trouve entre les mains du peuple togolais. Au lendemain du 31 juillet 2018, si la CEDEAO venait à faire des recommandations qui ne vont pas dans le sens des aspirations de la plus large majorité du peuple togolais, c'est-à-dire le maintien des forts au pouvoir jusqu'au-delà de 2020, je ne vais pas accuser la CEDEAO, je ne vais pas accuser la France de Macron, encore moins l'OIA ou bien l'UA. Je vais tout simplement accuser, nous, le peuple togolais, puisque nul ne viendra d'ailleurs nous affranchir, n'est-ce pas, de l'esclavage dans lequel nous nous trouvons. Alors, la responsabilité est togolaise. Le destin du peuple togolais se trouve entre ses mains. Alors, quitte à ce peuple-là de faire comme tous les autres peuples qui ont été dans le même esclavage et qui ont pu quand même se libérer. Tout récemment, à côté de nous, le peuple frère du Burkina Faso, ils ne sont pas différents de nous. Nous sommes les mêmes. Nous avons des amis là-bas. On s'est côtoyés. On a étudié ensemble. On s'est visité. Donc ce n'est pas un peuple magicien.
Nous sommes les mêmes. Il suffit seulement d'assumer sa révolte. Il suffit seulement d'assumer son destin. Il suffit seulement d'assumer sa situation et nous en finirons avec ce régime cinquantenaire. Alors moi je dis que oui, le résultat, qu'il soit favorable ou pas, le dernier mot revient au peuple togolais. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion, avant que je n'oublie, pour lancer cet appel pressant au peuple togolais. Dès le 31, le mardi matin, j'invite chaque citoyen togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se mettre devant sa maison, au bord de la route, et d'être prêt, n'est-ce pas, à lancer l'assaut final. Qu'est-ce que j'appelle l'assaut final? Lorsque la CEDEAO va faire ses recommandations, si ces recommandations-là n'incluent pas le départ de Fort Gnassingbé, si ce n'est pas dans l'immédiat, au plus tard, en 2020, il faudrait que le peuple togolais s'exprime. Il faudrait qu'il s'exprime haut et fort et qu'il puisse s'affranchir le même jour. Je souhaite que le 31 juillet 2018, qu'en un jour, qu'en un lieu, qu'à un temps record, que tout s'accomplisse. C'est-à-dire, la Bastille aura lieu au Togo, la prise de la Bastille. Il faut mettre fin à la tyrannie, comme les Français ont mis fin à la tyrannie de Louis XVI en 1789. Le Togolais doit le faire pour aussi marquer notre histoire. Je vous remercie pour le moment. Merci, professeur. Alors, Gabriel, je crois que les manifestations aujourd'hui de rue sont interdites. Nous avons vu que le ministre Yak Dameneh a essayé au cours d'un communiqué du gouvernement à interdire les manifestations de rue du 23 juillet au 1er août 2018 en raison d'une série d'activités internationales qu'accueille le Togo. Alors, nous nous demandons si le ministre de l'Intérieur prend une telle décision. Monsieur Gabriel Adona, le professeur Osso, est-ce que nous pouvons dire que le ministre est en violation avec la constitution togolaise? Parce que cette constitution togolaise ne dit pas qu'on ne doit pas manifester. Elle est toujours là pour dire les manifestations ne sont pas interdites. Mais si le ministre prend l'engagement de pouvoir interdire les manifestations à la date du 23 juillet au 1er août 2018, parce qu'il y a quand même un balai d'activités internationales que le Togo accueille, est-ce que cela est normal? Professeur, je vais d'abord commencer par le professeur et je reviens à Gabriel. Oui, je vais dire que je vais rapidement dire que le ministre Yark et le régime qu'il défend se foutent pas mal de la Constitution. Les gens qui ont pu en une nuit changer la Constitution 3 fois avant de pouvoir garder le pouvoir, vous attendez à quel respect de la Constitution? Ces gens-là ne connaissent pas ce qu'on appelle Constitution. Donc, pour moi, il est dans son rôle. La Constitution n'existe pas chez ces gens-là. La violation des droits de l'homme est érigée en méthode de gouvernance. C'est comme ça. Pour eux, le mot Constitution ne veut rien dire. C'est la force brutale, que ce soit dans leur langage ou dans leurs actes. C'est là où nous nous posons la question de savoir qu'est-ce finalement ces gens-là veulent pour le Togo. Est-ce que ces gens-là vraiment, c'est des gens qui ont un amour pour ce pays-là? Ou bien bon, c'est des gens qui sont là parce qu'il faut être là. Donc c'est une violation de la constitution togolaise que d'interdire que les citoyens togolais puissent manifester. Dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a de grandes réunions, de grandes rencontres, c'est là où il y a plusieurs manifestations. Personne n'est mort. Les gens manifestent
et attire l'attention des visiteurs sur ce qui ne va pas. Et bon, les gens se lavent les mains, ils partent chez eux. Mais au Togo, on a l'impression que l'on a peur, parce que l'on a l'habitude de mentir. Si Yark et son groupe sont déjà allés à l'extérieur dire que nous maîtrisons les gens, ils ne peuvent jamais accepter que les gens aillent faire le contraire. C'est pourquoi il faut cacher tout. Mais ce que Yark ne sait pas, c'est qu'on ne cache pas le feu dans les habits. Ça risque de vous brûler. Et ça, soyez-en sûrs. Ils vont tout faire pour étouffer les manifestations. Mais moi, je demande au peuple togolais que le 31, nous allons abolir toutes ces interdictions-là et nous demandons au peuple togolais d'être au rendez-vous. Si nous ne bravons pas ces interdictions-là, ces criminels auront eu raison de nous. Parce qu'on ne négocie pas avec un criminel avant de se libérer de ses caprices. Il va falloir demander au peuple togolais de prendre son courage à bras le corps afin d'aller plus loin et de défier ces gens-là. Au 19 août, le 19 août, si le PNP avait reculé, on ne serait pas en train de parler de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le seul mouvement qui a ébranlé ce régime moribond, pourri, sanguinaire, cinquantenaire, c'est le mouvement, en tout cas, de mémoire d'homme du 19 août. Alors, si un seul parti a pu mettre ce régime au pas, pourquoi pas tout le Togo? Alors moi, je pense que je demande aux Togolais d'oser, et s'ils osent, nous allons mettre fin au régime de ces pagailleurs-là, et on n'en parlera plus. Merci. Alors, Gabriel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Gabriel? Gabriel? Je crois que Gabriel est avec nous, mais on l'a un peu perdu. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui sont devant leur poste téléviseur. Merci à Madeleine Cadeau depuis New York et Didier Zebaluné depuis l'Allemagne, sans toutefois oublier Béatrice de Bosson qui nous écrit ici via Facebook. Encore une fois de plus, merci aussi. Voilà notre ami, cher ami, oui, Yves Kenao qui vient de faire cette question, puisque, en tout cas vraiment son entrée. Mais je voulais continuer pour dire que pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, nous avons le grand débat et nous parlons aujourd'hui d'un thème assez délicat. Il y a le sommet de la CEDEAO qui va décider aujourd'hui. Tu dois prendre des décisions sur la crise togolaise. Alors, on se demande, la CEMAC aussi arrive au même moment. Alors nous nous demandons que cherche la CEMAC dans cette crise togolaise. Alors ça c'est le thème du jour. Je voulais quand même dire merci à tous ceux qui essaient quand même de nous joindre mais ne peuvent pas nous avoir. Malik Sall, je crois que nous allons continuer. Alors, Gabriel, si Gabriel est en ligne, je crois que on va essayer de demander son avis rapidement. Gabriel, est-ce que vous êtes en ligne? Allez-y, Gabriel. Oui. Je suis en ligne, vous me recevez? Oui, je disais que voilà, merci pour cette question, puisque sur le territoire togolais ici, c'est autre chose qui se passe carrément. La prohibition des manifestations au Togo relève quand même de certains actes et le gouvernement et les manifestants de l'opposition. Alors, si nous allons essayer de toucher certains points, il faudrait quand même dire que d'abord aux manifestants de l'opposition, non seulement de l'opposition, mais du peuple togolais. La jeunesse togolaise également tellement excitée, tellement engloutie dans leur coin de colon, plus des fait que voilà, il y a des captures de gauche à droite. Alors, c'est à l'intention de ne pas casser les choses publiques, de ne pas détruire les biens publics que voilà, le ministre Yak Damran et en collaboration avec le ministre de l'administration territoriale
ont essayé de prohiber les manifestations. Bien. Pour ce qui concerne le pouvoir, vraiment, la dictature dure aujourd'hui des années, des décennies. Depuis le temps des Yadéman jusqu'à son fils aujourd'hui, ce n'est qu'une dictature qui... Alors, c'est leur habitude, comme l'a dit tout de suite le professeur, c'est leur habitude. Donc, ça ne leur dit mot de violer les articles de la Constitution togolaise. Étant donné que ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils violent quand même les articles là, mais nul ne les dit mot, nul ne peut les excuser. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils donnent des décisions, ils prennent les décisions et puis ils les exécutent. Alors, donc la prohibition des manifestations du côté du pouvoir, c'est une dictature. Maintenant, ça relève maintenant au leader d'appel à manifester, aux leaders de l'opposition, de sensibiliser les jeunes de l'opposition, de sensibiliser. Voilà, il ne faut pas détruire les... Et c'est tel est l'argument que relève quand même le gouvernement. Ils se sont appuyés sur ces arguments-là pour dire que voilà, une manifestation. Ils se sont appuyés là pour essayer de donner des rapports à la CEDEAO, à l'Union africaine et à l'Union européenne et tant d'autres. Oui, donc, je crois que l'opposition a rapidement compris la scène et ils ont rapidement essayé d'assainir leur maison de manifestation. Et aujourd'hui, les manifestants, les jeunes togolais ne cassent plus les biens publics. On marche pieds nus, mains nues et puis civilement. Donc la prohibition ne va plus marcher, si je comprends bien le système qui prédomine aujourd'hui, avec l'intervention de la CEDEAO, de l'opinion internationale, et des membres des droits de l'homme et de gauche à droite. Et je crois bien que la prohibition est un petit coup de guide. Donc, il y a la manifestation qui se profile. Mais il y a un mec qui est caché en dessous. D'accord. Je crois que on a un peu perdu Gabriel pour... des problèmes de technicité. Alors revenons rapidement dans ce studio pour dire bonjour à mon cher Kenao qui vient de faire son entrée. Alors mon cher Kenao, alors nous sommes en train de faire le grand débat. Oui. Le problème aujourd'hui, vous avez quand même eu le sujet jusqu'au 23 juillet prochain, jusqu'au 23 au 1er août 2018. Voilà, le ministre de l'Intérieur togolais, M. Yak, a interdit toutes les manifestations parce que le Togo va abriter quand même des activités internationales. Est-ce que le ministre n'est pas en violation avec la Constitution, qui elle-même n'interdit pas aussi les manifestations? Voilà, je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas seulement la Constitution qui autorise les gens à manifester, mais c'est une liberté fondamentale. C'est ce que moi j'appelle, ce sont des droits inhérents à l'existence même de l'être humain. C'est-à-dire que nous sommes nés avec ces droits-là. On est né avec la démocratie. On est né avec le droit de liberté, le droit de manifester, le droit d'accepter ou de refuser. La liberté d'expression, tout simplement. Le droit d'accepter ou de refuser. Donc quand les gens se basent sur questions de constitution et tout ça, là, moi, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que c'est une liberté fondamentale. Mais si cette liberté, on ne vous la donne pas. Donc, que le ministre la refuse ou pas, moi, ça m'est égal parce que l'être humain n'est pas limité dans l'exercice de sa liberté. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que cette interdiction, ce communiqué-là n'est qu'un bout de papier. Et si les gens veulent manifester, je ne vois pas le bout de papier arrêter les gens de manifester. Mais le problème qui se pose, c'est-à-dire, est-ce que le ministre, le gouvernement, l'opposition, est-ce que tout le monde voit la nécessité de résoudre le problème? C'est-à-dire quoi? Si les gens ne peuvent pas marcher et que le problème est résolu, c'est bon. Mais si les gens doivent marcher et que le problème ne sera pas résolu, je ne vois pas l'importance.
Donc pour moi, le point le plus important, c'est quoi? C'est la résolution du problème. Peut-être que le gouvernement a peur de sorte que aujourd'hui, la CEDEAO qui doit arriver doit rester non seulement dans sa conscience, mais dans la sécurité totale, sans toutefois être perturbé. Donc le gouvernement se dit... Non, c'est un faux problème. Il faudrait qu'on interdise les marches, parce que quand on marche, on ne se reconnaît plus dans cette marche. Non, c'est un faux problème. Les gens peuvent marcher à la limite de l'endroit où se passe le sommet ou la conférence. Pour que la CEDEAO soit tenue réellement, que l'opposition n'est pas totalement d'accord, contente. Voilà, c'est ce que je te dis, que moi, pour moi, cette tradition n'est qu'un bout de papier. Et que si réellement les gens veulent manifester, il n'y a rien qui puisse les empêcher de manifester. Parce que partout, la dernière fois, le sommet des G9 ou G combien là, il y a eu manifestation. Ça n'a pas empêché le sommet des G8 ou des G9 là de se tenir. Vous voyez, la rencontre Poutine-Donald Trump, il y a eu manifestation. Mais ça n'a pas empêché le sommet de tenir. Donc, si c'est rien que pour le sommet, c'est un faux problème. Peut-être que le gouvernement a peur que cette marche-là ne se perdure. Peut-être. Mais ce n'est pas pour la présence de... Ça, c'est un alibi, c'est un faux problème. Ce n'est pas pour la présence, parce que les gens là peuvent se réunir et la marche peut avoir lieu. S'ils sont à l'hôtel du 2 février, ils peuvent venir. Bon, s'ils sont à Blue Marison, quoi, comme on l'appelle maintenant, les gens peuvent manifester. Seulement que la police les encadre, empêche qu'ils perturbent. Parce que voilà, quand le RPT uni est en train de marcher, la police les encadre. Donc, et ça ne cause pas de problème. Pourquoi ne pas encadrer aussi l'opposition? Enfin, pour moi, c'est rien. D'accord. D'accord. Ils veulent manifester, pour moi, c'est leur droit c'est leur droit inhérent de manifester. D'accord. Il y a notre camarade Madeleine Kondo qui dit aujourd'hui, la CEDEAO qui devait quand même résoudre les problèmes des Africains, elle se comporte encore comme l'ONU et elle n'arrive pas à résoudre les problèmes. Aussi, de cette façon, elle a dû quand même se comporter jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo ne soit plus en Côte d'Ivoire, qu'il soit déporté à La Haye. Je vais te dire une chose. Tu te rappelles qu'on a débattu sur ce plateau? Est-ce que l'opposition togolaise a besoin de la communauté internationale pour faire partir Faure Gnassingbé? Tu te rappelles? Effectivement. Et beaucoup de Togolais ont crié qu'on a la communauté internationale, qu'on n'a pas besoin de la communauté internationale. Mais si tu vois bien, là où nous en sommes aujourd'hui, l'opposition togolaise ne peut plus nier qu'elle n'a pas besoin de la communauté internationale pour faire partir Faure Gnassingbé. Je te dis ça. Parce que là où nous sommes à l'heure actuelle, ce n'est que l'effort. Je ne parle même pas de la CEDEAO. Pour moi, la CEDEAO n'est pas une communauté internationale. Quoi que les gens disent, la CEDEAO n'est pas une communauté internationale. Tout ce que la CEDEAO fait, c'est les recommandations de la grande communauté internationale. C'est pourquoi tu as dit tout de suite. C'est ce qu'elle applique. Tout ce que tu as dit qu'elle a envoyé, la CEDEAO était là qu'on a envoyé Gbagbo en exil. Mais la CEDEAO n'a rien fait. Je te dis que là où nous sommes à l'heure actuelle, si l'opposition togolaise nie ou fait semblant de dire à l'opinion internationale, à la communauté internationale qu'elle n'a pas besoin d'elle pour faire partir Faure Gnassingbé, ça sera un échec total. Elle a besoin de cette communauté, inclus la CEDEAO, pour résoudre le problème togolais, car le problème togolais trouve son nœud dans la communauté internationale. J'en ai fini. D'accord, merci mon cher Kenao. Vous n'avez pas fini, on va continuer. Et je voulais remercier notre ami. C'est pourquoi je voulais dire, des fois moi je vais être honnête envers moi-même. Si tu es plus fort que moi, je vais reconnaître que tu es plus fort que moi. Et je vais chercher les moyens avec lesquels je peux être en bon terme avec toi et obtenir ce que je veux. Plutôt que de nier que tu es contre moi et aller contre toi alors que tu es physiquement
financièrement, tout plus fort que moi. Effectivement, on vous comprend, on vous a entendu. Je voulais remercier notre ami Laurent Tissogoué qui est en ligne depuis les États-Unis. Laurent Tissogoué, merci d'être avec nous. Et si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire via Skype. Vous pouvez le faire aussi via Facebook. On va essayer de répondre à vos aspirations. Alors, professeur, le Togo abrite le 30 juillet 2018 prochain le tout premier sommet conjoint des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, et aussi de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Alors, la question que nous nous posons au moment où la CEDEAO est appelé à résoudre la crise togolaise. Voilà la CEMAC qui arrive. Alors nous nous posons la question, que cherche la CEMAC? Que cherche la CEMAC dans cette réunion de la CEDEAO? Le professeur. Oui, je salue au passage à M. Yves Kenao qui vient de nous rejoindre. Bonne arrivée, M. Yves Kenao. Merci, merci beaucoup, professeur. Je vais dire que tout simplement que Ford veut jouer de la diversion. Et il joue à la diversion tout simplement parce que autour de lui, les 16 États de la CEDEAO, ils commencent par vraiment manquer d'amis à qui ils puissent, n'est-ce pas, se confier et qu'ils pouvaient peut-être manipuler pour pouvoir servir son pouvoir ou bien sa soif de pouvoir à vie. Alors, lorsque Ford va provoquer un sommet qui ne dit pas son nom, un sommet improvisé avec ses amis de la CEMAC, c'est CEMAC, non? La communauté. Oui, CEMAC. CEMAC. La CEMAC. Quand j'ai vu les photos, la photo de Ali Bongo, Sassou Nguesso, et puis le troisième c'est qui? Le troisième larron c'est qui là? Quand j'ai vu leurs photos, moi ça m'a fait sourire. Lorsqu'un régime commence par vraiment avoir pour amis ces gens-là, il faut se dire que donc le régime est fini. Parce que c'est déjà infréquentable. C'est des gens dont les crimes ne peuvent plus être décrits par le bon sens. Quand vous prenez Sassou Nguesso, un criminel patenté, vous l'amenez au Togo pour souiller nos sols, nos terres. Je regrette fort aller trop loin. Franchement, on se souvient encore, il y a de cela 2 ans, Sassou Nguesso a lâché ses hélicos sur un village. Ils ont tout tué. Vous amenez ça là, chez nous. Moi, je ne suis pas content. Je suis désolé. Alors, c'est pour vous dire que Ford veut, n'est-ce pas, brouiller les pistes. Il veut peut-être intimider les chefs d'État de la sous-région, histoire de leur dire, si vous me lâchez, j'ai ces criminels-là, eux autres, ils n'ont pas de limite. Ils ont soif du sang humain, ils vont m'aider à sucer et à boire le sang des Togolais. C'est pourquoi ils sont là. Parce que d'ailleurs, chez eux, comme vous le savez, chez nous, quand on fait des sacrifices, c'est les moutons et les chèvres. Chez eux, c'est des êtres humains qu'on sacrifie. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent venir au Togo pour pouvoir utiliser les Togolais pour ces sacrifices-là. Alors, je dis que Ford veut utiliser ces gens-là, ces criminels-là, pour intimider les chefs de l'État de la CEDEAO, parce qu'ils sont engagés dans un élan démocratique. Alors que ces 3-là qui sont sur la photo-là, c'est des gens qui ont juré de rester au pouvoir à vie. Alors, comme ils se sentent seuls, isolés, n'ayant plus d'homologue qui veut être au pouvoir à vie en Afrique de l'Ouest, il va falloir qu'il aille là-bas chercher ses alliés, histoire de nous dire que, regardez, je ne suis pas le seul à vouloir rester au pouvoir à vie. Il y a ces gens-là, ils sont plus criminels que moi, et je veux être leur ami, peut-être qu'ils peuvent m'aider à maintenir mon pouvoir. Mais ce que Ford oublie, c'est que quand un peuple est décidé, rien ne peut plus, n'est-ce pas, à venir à bout.
sa détermination, alors il peut amener tout ce qu'il veut. Il peut même amener Kabila, parce que Kabila c'est un autre criminel qui est là en train de baratiner son peuple. Il peut l'inviter. Rien ne va changer à la détermination du peuple togolais de le voir partir. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas difficile. C'est simple. Le peuple togolais dit, ce que tu as fait, c'est bon. Laisse comme ça. Laisse un autre Togolais venir faire et ça devient problème. On l'a vu encore en Afrique du Sud, assis avec Poutine. Il était assis là, on dirait qu'il était en train de faire sa confession à Poutine en Afrique du Sud. On dirait le fils de Satan est en train de se confesser à Satan de ce qu'il a commis. Et c'est grave. Alors moi je dis que il peut tout faire, nous lui demandons de dégager de là. C'est tout ce que le peuple togolais veut. C'est Mac ou pas c'est Mac, ce n'est pas là notre problème. Il peut faire ses sommets, ce n'est pas notre problème. Il n'a qu'à répondre aux aspirations du peuple togolais. Il n'a qu'à répondre à la demande du peuple togolais. Et puis c'est fini, on s'en lave les mains. Il peut maintenant, après, s'il veut, il peut déménager, aller vivre au Congo. Ça, c'est son problème. D'accord, je crois qu'on va aller du côté de Gabriel qui va essayer de nous apporter quelques informations. Alors Gabriel, essayez de voir un peu de l'autre côté. Est-ce que vous avez les nouvelles de la CEMAC, les chefs d'État de l'Afrique centrale qui viennent participer au sommet de la CEDEAO? Alors est-ce que vous avez les informations de l'autre côté là, Gabriel? Oui, tout à fait normal. Le 22 juin passé, il y avait eu un sommet ACP-UE à Lomé au Togo au niveau de 2 février. Ils avaient essayé de réviser une loi concernant la sécurité et l'instabilité en Afrique. Donc, cette loi révisée, le président togolais, Faure Gnassingbé Gnassingbe, étant le président de la CEDEAO aujourd'hui, estime qu'il va falloir une conjonction des 2 sommets pour essayer de valider et d'expliquer un peu la loi révisée aux chefs d'État des 2 communautés. Donc, de là, nous nous sommes approchés du directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères. Tel est son éclaircissement qui nous a donné que voilà, il va falloir que cette loi révisée soit quand même au-dessus de tous les chefs d'État des 2 communautés qui essaient de mener la sécurité en Afrique. Donc, suite à ça, le directeur a été loin en nous disant que voilà, les échos que nous avons de gauche à droite, en tant que je suis étant journaliste, ces échos que nous avons, que ce sont des échos mensongères, que voilà, ils viennent pour essayer de mener ce court sommet-là avec la CEDEAO pour essayer d'éclaircir la révision, le contenu de la révision, bien sûr, de cette loi qu'on a essayé de toiletter le 22 juin passé. Donc, telles sont les informations qu'ils nous ont données concernant le sommet de l'Organisation de l'Afrique centrale qui sera à Lomé également le 31 juillet prochain. D'accord, merci. Merci Gabriel. Merci à notre ami Jules Fabregas qui est en ligne via Facebook. Si vous voulez nous appeler, essayez de poser vos questions tout simplement pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Alors, mon cher Kenao, Sassou Nguesso, Paul Biya, Joseph Kabila, Bongo Demba, tous ces gens arrivent à Lomé. Il arrive. Kagame arrive ou pas? Kagame, je ne sais pas si Kagame, mais de toute façon, c'est l'Afrique centrale qui arrive. Si on ne veut pas annoncer Kagame, parce que c'est celui qui est le président de l'Union africaine, si on ne veut pas l'annoncer, de toute façon, il va arriver, mais peut-être qu'on nous cache s'il va arriver. Il va pas arriver. Dernière position, il sera là. Alors, on nous dit que ces chefs d'État, quand ils vont arriver, c'est pour influencer la décision que va prendre la CEDEAO. Alors, nous nous demandons, au moment où la crise togolaise est en train d'être résolue, il y a encore une autre vague d'influence qui arrive pour entérimer les décisions, pour ne même pas que on essaie d'avancer, mais pour imposer celui-là même que les Togolais ne veulent plus et qu'ils veulent un changement. Alors, mon cher Kenao, essayez de nous aider un peu. Voilà, tout ce que vous venez de dire, ce ne sont que des spéculations. On ne nous a pas officiellement dit ce que la CEMAC cherche.
Est-ce par coïncidence? Est-ce comment? Et les mêmes personnes, enfin, les mêmes organisations se retrouvent pratiquement à la même date d'une décision importante dans la vie politique, socio-économique du Togo. Est-ce un hasard? Je doute fort. Mais je vous apprends aussi qu'il y a une réunion aussi dans le même jour de la réunion des experts de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Et puis une réunion conjointe des ministres de la communauté de la CEDEAO et puis aussi ceux de la communauté économique, c'est-à-dire communauté économique, le fort des États d'Afrique centrale. Le même jour. Le fort, il est fort. Pourquoi cette réunion le même jour? Attends, donc on dit à l'opposition de ne pas organiser une marche pour désavouer un peu ce qui est en train de se préparer. Est-ce que je te dis que est-ce une coïncidence? Je n'en crois pas. C'est là parfois je dis que le fort là, il est vraiment fort. On a minimisé trop ses capacités. Mais il a vu que la CEDEAO arrive pour imposer une résolution. C'est ce que je te dis. C'est là que je dis qu'on a trop minimisé, on a trop sous-estimé ce président-là, intellectuellement et politiquement. Ce qui se passe là, ça c'est une stratégie politique très grande. C'est ce qu'on avait dit, que au moment où il y a quelque chose se passe, où les gens ne savent pas, on amène encore d'autres sujets. Et tu sais ce qui va se passer? La CEDEAO en elle-même, elle est divisée au niveau de ses commissions. Vous aussi, vous serez de l'autre côté en train de regarder questions d'ASECNA, d'autres questions de finances, d'autres questions politiques. Et maintenant, le même jour, qui va focus, qui va se concentrer sur réellement le problème politique du Togo. On me dira, on a déjà réglé ça avant d'arriver. C'est faux. Du 30 au 31 juillet. Je dis c'est faux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Revenons sur la présence des autres présidents de CEMAC. Je vous dis que nous sommes des êtres humains. Les nouveaux présidents de la sous-région, quand ils vont rencontrer des gens comme Kagame, Ali Bongo, Sassou Nguesso, nous pouvons tout dire, Paul Biya, nous pouvons tout dire. Mais quand un ancien... Et Paul Biya va briguer un 7e mandat. Voilà, quand un ancien vient te parler, toi un nouveau qui arrive sur la scène politique, il dit que l'expérience que nous avons vécue en tant que président des républiques de l'Afrique, c'est ceci qui se passe. Ça, c'est dans les coulisses. Je vous dis que quel que soit ce que vous êtes, ça va un tout petit peu vous influencer. Un tout petit peu. Et c'est ça qui fera que moi je doute fort que la CEDEAO arrive le 31 sans communiquer, sans solution. Moi, j'ai peur de... C'est ce que je sens. La CEDEAO va venir vous dire que les commissions vont continuer par se pencher sur le problème togolais. Moi, j'ai peur que ça ne soit ça, parce que c'est toute une confusion totale. Franchement, CEMAC, CEDEAO, CEMAC ne peut pas attendre en septembre se réunir. CEMAC ne peut pas attendre en août se réunir. Les autres, ceux de la SECNA de concert, là, ils ne peuvent pas attendre. Or, la résolution de la crise togolaise leur facilitera totalement la tâche. Bon, tu sais, vraiment que nous commencions par prendre sérieusement ce président togolais-là. Nous l'avons trop sous-estimé. Il ne parle pas, mais il est profond. C'est ce que je dis, nous l'avons très sous-estimé. Et ce que je te dis là, supposons que le peuple togolais est réellement informé que tout ce monde-là est à Lomé. Tu crois que beaucoup de personnes vont accepter de sortir faire la marche? Mais les militaires sont déjà aux aguets. Ils sont présents dans tous les secteurs. Voilà. Donc ça fait que franchement, ça complique la situation. Moi je dis ça, ça complique. Boari qui est président de la CEDEAO, qui sera président de la CEDEAO. Boari va se retrouver avec les Sassou Nguesso, avec les Paul Biya, les Kagame. Vous ne voyez pas que ça peut l'influencer?
Mais on aurait appris même que la CEDEAO risque même de ne même pas faire la réunion le 30 prochain si la CEMAC est là, parce qu'elle se demande quelle est la raison qui amène la CEMAC. C'est ce que je t'ai dit. Ah, tu as vu, moi je ne savais même pas ça. Je t'ai dit que moi j'ai peur que la CEDEAO ne dise que les commissions vont continuer les travaux du Togo. Parce que moi je ne vois pas, Serge, en toute honnêteté, je ne vois pas pourquoi rassembler deux communautés différentes. Donc, en un mot, si je comprends, c'est l'Union africaine qui se retrouve. Je me suis dit que peut-être on doit avoir une réunion. La France avait dit que c'est à l'Union africaine de résoudre le problème du Togo. Donc je me dis que peut-être. Mais est-ce que c'est pas l'Union africaine, c'est pas une autre façon de l'Union africaine? De l'Union africaine qui vient là. C'est ce que je me suis dit. Alors, moi, je vais aller du côté du professeur pour en savoir plus. Alors, professeur, vous êtes en ligne. On voit Sassou Nguesso, Paul Biya, Joseph Kabila, Bongo. Ali Bongo Demba. Peut-être Kagame. Voilà. Peut-être que Kagame est en route parce que c'est une façon de dire l'Union africaine, allez-y régler le problème togolais. Alors, nous voyons que Joseph Kabila aujourd'hui continue pour dire que je vais briguer un 4e mandat, mais les gens ne veulent pas. Alors, nous savons aussi les relations entre Faure et Kabila. Est-ce que ça dit que Kabila vient quand même aider Faure à s'imposer comme il l'a fait déjà, pour dire si tu ne fais pas ça, en tout cas tu ne vas pas y arriver, parce que moi j'ai dit déjà aux gens de mettre un fusil dans la tête avant que je ne quitte le pouvoir. Est-ce que c'est la même chose qui va arriver au Togo, professeur? Oui, d'abord je vais dire que la ruse dont mon frère Yves Kenao parle, que Faure il est profond, il est intelligent, il est rusé. Je crains que cette ruse-là ne se retourne contre lui. Puisque quand il fait ces jeux-là, ces pères de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas contents. C'est pourquoi d'ailleurs certains ont menacé de boycotter cela. Parce que quand vous avez un habit propre, quand vous avez un habit blanc, vous vous méfiez de vous asseoir à côté des gens qui ont des habits qui sont sales, des habits couverts de boue, de la boue. Et ces chefs d'État-là, Idriss Déby, Paul Biya, Sassou Nguesso, Kabila et que sais-je encore, tous ces gens-là, c'est des gens aux habits sales. Alors lorsque Faure, qui s'est déjà sali, veut salir tous les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, certains ont dit non, si c'est le cas, je ne viens pas. C'est là le problème. Vous savez, le vote que Faure a fait faire au Togo en faveur des États-Unis, vous savez combien ça lui a coûté? Même auprès des CPN de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bon, s'il continue dans cet élan, c'est qu'il n'apprend jamais sa leçon. Et là, moi, je ne vais même pas parler d'intelligence ou de ruse. Je vais parler d'autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne devient pas malin après des expériences malheureuses. S'il pense qu'en le faisant, c'est pour mettre les chefs d'État de la sous-région devant les faits accomplis, je vais dire que comme les Anglais le disent, it will backfire. Cela va se retourner contre lui. Et il n'aura ses yeux que pour pleurer. Ça, soyez en sûrs. Alors, toute cette marmaille-là, cette marmaille des criminels, je le dis et je le répète, parce que Sassou Nguesso, c'est un gars dont les mains sont souillées de sang. C'est un criminel. Alors, il vient souiller les terres togolaises. Et ça, je ne suis pas d'accord. Alors, lorsqu'on me dit que, lorsque ces gens-là, Sassou Nguesso qui a diré au pouvoir, lorsqu'il va parler aux novices, je vais vous rappeler que Bouhari n'est pas nouveau sur la scène politique africaine. Je vais vous dire que Bouhari a géré un pouvoir militaire dans les années 80 avant de revenir. Alors, c'est Sassou Nguesso dont vous parlez là, Bouhari n'a pas peur de ces criminels-là. Bouhari va tenir tête à ces gens-là. Ce que ces gens-là peuvent faire, c'est de tuer, c'est de commettre des crimes. Alors, Alpha Condé, je le connais, Maître Alpha Condé ne va pas céder, n'est-ce pas, devant ces criminels-là. Ça, soyez-en sûrs. Peut-être celui qui les a amenés, c'est lui qui a peur d'eux. Les deux que moi je vous ai cités là n'ont que faire de ces gens-là. Ils peuvent vouloir intimider, ça fait son problème. Mais moi je vois aussi une autre raison, au-delà de tout ce que nous pouvons dire.
Vous savez que Faure finit son mandat. Bawara l'a dit lors d'une interview la fois passée. Il dit que non, le Togo c'est une terre de grandes rencontres, tout ça là. Vous savez, dans les années 90, lorsque Gnassingbé père était acculé, lorsqu'il a perdu tous ses pouvoirs, lorsqu'il était mécontent, il avait cherché un sommet de l'OIA avec tous les moyens. Et ce qu'il avait amené à dire, lorsque les soldats sont allés attaquer le Kofigo le 3 décembre, et Yadema a fait lire un communiqué que je vais répéter ici. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. C'est-à-dire le prochain sommet de l'OIA aura bel et bien Lomé. Ce sommet-là n'a jamais eu lieu à Lomé. Peut-être ça fait partie, c'est pas, de l'angoisse qui aurait emporté le vieux. Parce qu'il n'a jamais été content que ça n'a pas eu lieu. Alors, c'est une obsession dans la famille là. Ils veulent détourner l'attention de tout le monde en prévisant des sommets. Donc ce sommet-là, Faure veut avoir ce sommet-là avant de partir, quitter la tête de la CEDEAO. C'est l'une des raisons. Il veut la CEMAC, il veut l'aviation, il veut l'UMOA, il veut la CEDEAO, il veut tout. En faisant tout ça là, demain ils vont vous dire, nous sommes satisfaits, le Togo est une terre de grandes rencontres. Terre de grandes rencontres, mon pied. On mange les rencontres quand votre population souffre, quand on crie sur vous, quittez le pouvoir, vous voulez vous accrocher comme des chauves-souris, ça c'est des grandes rencontres, ça, on mange ça. Ce n'est pas sérieux. Il veut divertir le peuple togolais. Je demande au peuple de ne pas se laisser divertir. Parce que ce gars se moque de tout le monde finalement. Il se moque de tout le monde. Et les autres chefs d'État se moquent de lui en retour, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Les gens se moquent de lui autour de lui, mais il ne le sait pas. C'est pourquoi il est allé chercher ces dinosaures-là, il les a trimballés, il les a amenés à Lomé. Mais le peuple togolais devait sortir les rejeter pour dire que ces gens-là ne sont pas les bienvenus sur la terre de nos aïeux. Parce qu'ils ont les mains suées de sang et nous ne voulons pas de sanguinaires chez nous. On en a un, on n'en veut plus. Merci, professeur. Quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Alors, merci aussi à notre amie Madeleine Kondo qui nous dit que d'ailleurs la CEDEAO, avec tous ceux qui viennent de l'autre côté de l'Afrique centrale, est-ce que ces gens-là, combien de temps ils ont dû faire au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est de supporter Faure Gnassingbé, sa candidature encore. Il n'y a rien de mieux qu'ils doivent faire parce que aujourd'hui, les Togolais se demandent, la CEMAC, des gens qui sont différents. Peut-être que c'est pour mettre en place une monnaie, on ne sait pas si c'est là ils viennent, mais dans tous les cas, la fête aura bel et bien lieu. La fête aura bel et bien lieu. Alors, voilà, mon cher Kenao. Monsieur, voilà ce qui se passe. Et nous nous demandons, mais on va aller d'abord du côté de Gabriel et je vais vous renvoyer la question tout à l'heure. Alors Gabriel, est-ce que vous avez quelque chose de l'autre côté de Lomé? Oui, merci Serge. Étant donné que vous êtes, je laisse directement le professeur, vous qui êtes quand même l'un des leaders de la diaspora africaine, je voudrais savoir s'il y a un lien, s'il y a un rapport de conjugaison entre les deux organisations. Je fais allusion de la CEDEAO et la CEMAC. Puisque si les deux organisations vont se conjuguer quand même des efforts pour propulser quand même la protection de l'Afrique centrale ou bien l'Afrique de l'Ouest ou soit l'Afrique tout entière, donc il va falloir quand même qu'on informe la population. Donc ceci fait que finalement on ne sait plus, le peuple togolais se pose la question de savoir si les déontologies de la CEDEAO sont bien combinées aux déontologies de la CEMAC. Et les deux pourraient quand même se finir de pair. Monsieur le professeur. De quelle sécurité nous parle-t-on? Quand vous avez cité les deux regroupements là, et de la CEDEAO et de l'Afrique centrale, les gens qui sont morts, est-ce que c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur les assassiner? C'est les mêmes, ceux-là qui prétendent vouloir donner la sécurité à leur peuple, c'est eux qui massacrent leur peuple.
nous leur demandons, ils n'auront pas besoin ou bien de se soucier de la sécurité si ils font ce que le peuple veut. C'est tout. Regarde ces gens-là au Zaïre. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs massacrer le peuple zaïrois? C'est les soldats de Kabila qui massacrent le peuple. Au Congo-Brazzaville. Est-ce que quelqu'un vient d'ailleurs, un terroriste est venu d'ailleurs massacrer le peuple? C'est lui-même, Sassou Nguesso, qui a pris les hélicoptères, qui a massacré des villages entiers. Vous voyez, au Tchad, chez Idriss Déby, est-ce que c'est un terroriste qui vient massacrer les peuples? Au Togo, quand on a tué des gens, on est allé dans les maisons, massacrer des gens, tabasser des gens à mort. Est-ce qu'il y a un terroriste qui est venu au Togo? Eux-mêmes, ils sont leurs propres terroristes. Donc voilà un voleur qui crie au voleur. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le monde à l'envers. C'est un regroupement de terroristes que nous voyons là. Vous les voyez? Fort et son groupe de Semak, regarde ces gens-là. J'exclus les autres chefs d'État de la CEDEAO parce qu'ils se comportent bien, nous les aimons. Mais Fort se comporte comme ces gens-là qu'il a invités. Alors, l'insécurité, c'est eux qui provoquent l'insécurité dans notre pays. Ce n'est personne. Alors, vous allez vous protéger contre qui? Ils n'ont qu'à cesser leur comportement machiavélique et la sécurité va venir. On n'a pas besoin d'interdire des marches, on n'a pas besoin de se réunir pour encore dépenser de l'argent aux frais du contribuable togolais. Nous n'en avons pas et vous allez encore dépenser à travers des dettes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il ne faut pas organiser des sommets pour le plaisir de le faire. Il faut quand même être sincère. Quand Ford a voulu forcer un sommet israélo-africain, quand ça n'a pas eu lieu, est-ce que quelqu'un est mort? Vous avez vu qu'un terroriste est venu tirer sur quelqu'un parce que le sommet israélo-africain n'a pas eu lieu? Ça, c'est des diversions, c'est des dilatoires à la limite que Ford est en train de jouer. Nous lui demandons tout simplement ce qu'il a pu faire pour le Togo, c'est suffisant. Il n'a qu'à céder, un autre Togolais viendra faire. Même si ce Togolais-là devait venir de Pia, nous on est prêts, on va l'accepter. Parce qu'il est Togolais. C'est tout ce qu'on demande et il va ménager les pédales en amenant des criminels dont les mains sont souillées de ça pour venir encore souiller notre terre. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. L'insécurité est provoquée, alimentée, entretenue par ce groupe-là. Donc il ne faut même pas aller chercher loin. En Afrique centrale, c'est ce groupe-là, les Obiam, Nguema et tout ça là. Ce sont les promoteurs de l'insécurité là-bas. En Afrique de l'Est, de l'Ouest, seul Fort est resté promoteur de l'insécurité. Tous les pays vont bien. Ils n'ont pas de soucis. La fois passée, on a montré Nana Akufo-Addo dans une fête de mariage. Il dansait, il n'y avait même pas un seul garde-corps à côté de lui. Parce qu'il ne se reproche rien. Regardez quand Fort va et voilà. Vous voyez comment il est assis. Vous voyez comment les soldats sont. Est-ce que ça, c'est être président, ça? Vous n'êtes même pas libre parce que, à cause de votre turpitude. Ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi on lui dit, quand le peuple ne veut plus de toi, va te reposer, tu vas vivre ta vie. Après la présidence, il y a quand même une vie ailleurs. Et comme il ne le comprend pas, il va continuer à vivre comme un otage. Parce qu'il veut être en sécurité. Si tu veux être en sécurité, comporte-toi bien, traite les autres comme des hommes et tu es en sécurité, c'est fini. Maintenant, son insécurité est provoquée par son comportement et il va maintenant chercher des soutiens ailleurs. Ces soutiens ne lui apporteront rien. Ils ne le sauveront pas. Il n'a qu'à le savoir. Merci, professeur. Alors, mon cher Kenao, revenons rapidement dans ce studio. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose que nous avons vu tout récemment. Il n'y a pas longtemps, dans ce studio, nous avons parlé de M. Alassane Ouattara qui a dit tout simplement que la Constitution l'autorisait à faire un troisième mandat. Il est sorti de sa réserve pour dire qu'il faut maintenant laisser la place à la jeunesse. En citant aussi l'exemple d'Emmanuel Macron qui a 40 ans en France, qui est président. Le Premier ministre belge, qui a 38 ans, et en passant par celui d'Autriche qui a 31 ans. Tout cela, c'est la jeunesse. Alors il a dit à Bédier
laissons maintenant la jeunesse prendre les rênes du pouvoir. Est-ce que, avec ce que Alassane Ouattara a dit, parce qu'il supportait M. Faure bien avant, et M. Alassane Ouattara ne ménage pas sa monture, il dit simplement qu'il faut laisser le pouvoir maintenant à la jeunesse, parce que nous sommes fatigués. Il a dit ça à Bédier. Est-ce que M. Faure, qui a déjà fait plus de 2 mandats, qui va encore briller, qui va rentrer peut-être dans le 3e mandat, est-ce que Faure pourra emboîter le pas à M. Alassane Ouattara de ne plus briguer un 3e mandat en 2020? Un quatrième, pas 3e. Monsieur Serge, je ne saurais jamais répondre à cette question parce que je ne suis pas dans la tête de Faure Gnassingbé. Je ne saurais jamais répondre à cette question parce que pourquoi nous parlons dans tous les cas, la semaine elle est présente. Non, c'est ce que je veux dire. Pourquoi nous parlons du Togo? Si ce que tu me demandes a fait fleurir l'idée de Faure Gnassingbé. Vous avez dit sur cette même table que vous avez parlé de l'exceptionnalisme togolais. Dans un premier temps, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'alternance au Togo. Depuis qu'on est né, voilà. Est-ce que vous avez assisté à quelqu'un qui est venu faire passation de service? Autant il y a demain, il n'y a pas eu passation de service. Il y a demain est parti. Il n'y a pas eu passation de service. Il n'y a pas eu passation de service. C'est ce que je Même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu passation de service. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas répondre à la question si Faure peut emboîter le pas au président Ouattara. Mais tout ce que je sais en politique, quand les gens sont acculés, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Mais font le contraire. Mais quand le moment va arriver, ils vont faire semblant comme ils n'avaient jamais fait de telles déclarations. Ça, je le vois même ici aux États-Unis, à Redin Seda. Ok, voilà. Maintenant, ce que je veux dire, ce n'est pas Ouattara de dire à Bédier de laisser à la jeunesse. Si lui il trouve qu'il n'est plus intéressé, je veux le voir le jour là, ne pas se présenter. L'acte à la parole. C'est tout. Je veux le voir arriver au moment J. Ouattara. Donc vous n'êtes pas sûr de ce que M. Ouattara dit. Je ne suis pas à l'heure actuelle. Donc je l'ai entendu parler. Que Ouattara ne dit pas de vérité. Non, il a quand même dit. Il a dit, je veux le voir faire. En action. En action. 2. Le cas de Macron et autres. La structure dans ces pays-là ne sont pas, les structures ne sont pas comme les structures en Afrique. Dans ces pays dont vous citez là, le président... Et ce n'est pas en Afrique, mais c'est ailleurs. En Europe. Le président est téléguidé. Donc il a une feuille de route. Il a une feuille de route. On le nomme. Là, quand nous appelons élections, par exemple aux États-Unis, en France, en Allemagne, ils sont nommés. Ils sont nommés. Il y a la feuille de route. C'est que ceux qui dirigent le pays sont là et ils ont la feuille de route que vous, qu'ils ont nommé là. À chaque pays a sa démocratie. Si, voilà. Donc, si les Africains sont arrivés à cette maturité, là, je suis d'accord. Vous savez, quand on parle de jeunes, c'est bien bon de dire que la jeunesse, hein, mais la jeunesse aussi, c'est la folie. Mais M. Ouattara dit quand il donne sa parole, il la respecte. Oui, je dis, la jeunesse aussi, c'est la folie. Il ne faut pas qu'on se trompe. Vous voyez, vous savez comment Gorbatchev, vous voyez... Qu'est-ce que vous voulez dire là, que les jeunes, c'est la folie? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok. Ça dit que les jeunes, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont s'amuser, ils vont pas respecter. Ce n'est pas s'amuser. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que il y a certains principes cardinaux que les jeunes, par exemple, ton enfant, mon enfant, n'ont pas la même conception de la Côte d'Ivoire ou du Togo comme toi et moi. Leur conception de la vie, elle est différente. Or, les pays, ce sont des nations, des entités à perpétuer. Donc un jeune va venir trouver que bon, cette constitution-là, oh non, 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 elle est vieille. Boum, il peut la changer. Un jeune peut venir dire que bon, nous, c'est notre temps, nous, ce sont les tests messagers.
vos dictées là, ne sont plus là-dedans. Par exemple, il y a toujours un exemple par rapport que j'ai en mémoire, le cas de Gorbatchev au niveau de l'ancienne Union soviétique. L'ancienne Union soviétique n'a jamais élu un président moins de 70 ans. Mais elle vient élire brusquement un Gorbatchev de 59 ans. Et il a fait sauter l'ancienne Union soviétique en éclats. Boum, comme ça, parce que lui n'avait pas la même conception de ces vieux-là. Donc c'est ce que je dis, si l'Afrique peut avoir des jeunes, mais peut faire la même chose aussi, mais téléguidés par des anciens murs, là d'accord. Ah, donc la jeunesse qui vient encore, comment elle va être téléguidée encore par les anciens murs, dans la mesure où elle vient réellement pour relever le défi de la démocratie et de l'économie en principe. Je vais te donner un exemple aussi. Ce n'est pas sûr que la jeunesse peut relever le défi de la démocratie et de l'économie. Ce n'est pas sûr. Je vais te donner un exemple très terre à terre. Il y a les jeunes aujourd'hui plus dictatoriaux que les anciens. C'est-à-dire que c'est ce que eux ils disent que vous allez répéter ou non. Vous êtes... oh non, vous êtes à condamner. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire qu'il faut faire, il faut faire le mélange des deux. Chez nous, on dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on faut tisser la nouvelle. C'est ce que j'appelle des jeunes cadrés par des sages anciens. Parce que quand vous allez laisser seulement les jeunes, c'est comme vous reconstituez, vous êtes en train de reconstruire tout à zéro. C'est de la même chose pour les équipes de football ou de basketball. Donc, vous avez des anciens expérimentés, mélangés avec une classe de jeunes. Donc pour vous, si les jeunes sont là, il faut quand même les surveiller parce que la confiance ne suit pas le contrôle. C'est ce que vous voulez dire? Non, parce que la mentalité de la jeunesse n'est pas la même chose. Il faut un certain niveau pour comprendre ce qu'on peut réellement faire et ce qu'on veut faire. Pour la jeunesse, c'est ce qu'on veut faire qui est en tête. Mais n'oubliez pas aussi que même à la diaspora, nous avons cette jeunesse comme Dr Moussa qui ont beaucoup de plans pour aider la population togolaise à réellement relever l'économie, même le côté démocratie aussi. Parce que je t'arrête là. Oui, allez-y, allez-y. La politique qui est faite, Monsieur Serge, n'est pas celle que nous crions. Hein. La politique qui est réellement faite n'est pas celle que nous crions. Hein. Celle que nous crions, c'est celle-là que nous voyons. Mais on ne peut pas continuer de suivre la vieillerie. Ce n'est pas question de vieillerie. C'est là que je dis. Tu sais, le changement, l'alternance. Monsieur Serge, l'alternance, ce n'est pas ce que je parle. L'alternance, ce n'est pas la même chose que les jeunes arrivent au pouvoir. Hein. Ce n'est pas la même chose que... Ce n'est pas ça l'alternance. Hein. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui on dit que la Côte d'Ivoire est dirigée rien que par des jeunes, c'est beau d'entendre ça. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. C'est ce que je dis. C'est beau d'entendre ça. D'accord. Est-ce que vous voyez que dans les coulisses, c'est ça qui fait le problème de l'administration de Trump. Il veut rompre avec les anciennes habitudes. Or, le monde est bâti depuis la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde est bâti d'une certaine manière que si vous allez réussir, vous devez être dans le sillage là. C'est ce que je dis, ces jeunes-là peuvent venir avec leurs idées, mais ceux qui sont déjà dans le sillage peuvent être derrière. On va aller du côté du docteur. Voilà. Alors, docteur, vous avez quand même récemment vu la sortie du président ivoirien, M. Alassane Ouattara, qui dit désormais qu'il faille qu'on laisse la place à la jeunesse, parce que la jeunesse est capable de tout. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Est-ce que M. Faure pourra quand même lui emboîter le pas, professeur? Oui, mais je pense que si on se permet encore de douter de la sincérité de M. Ouattara, c'est qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, à lui accorder ce crédit-là. Du moins, s'il a dit quelque chose,
Même si les gens pensent qu'au moment venu, il fera ci, il fera ça, nous le prendrons au mot. Moi, je vous avais dit ici que même quand Ouattara dit la Constitution me permet de me représenter, tout ça là, je vous ai dit qu'il était en train d'amuser la galerie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Ouattara ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Je vous l'ai dit ici, et je maintiens qu'il ne pourra pas le faire. Alors, s'il a été obligé, n'est-ce pas, de le dire, tant mieux. Mais s'il a dit sincèrement, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que Ouattara ne fera pas plus de 2 mandats. Ça, il faut le cri quelque part est gardé. Et s'il fait à dire, on va en reparler lorsque le moment sera venu. D'accord. Nous voulons aussi que Faure nous dise clairement cela. Parce qu'au moins Ouattara a eu le mérite de se prononcer. Il n'y a pas eu de crise chez Ouattara. Mais il a eu le mérite. Et je pense qu'il a été honnête en disant qu'il est temps que désormais, pendant que les jeunes sont en train de monter en Europe, il est temps que désormais l'Afrique aussi essaie de mettre sa jeunesse en mouvement. Lorsqu'on commence par douter de la jeunesse, moi je ne sais pas, vous voulez que nous ayons des cheveux blancs avant de commencer par être utilisés? Ça c'est grave. La jeunesse africaine ne peut plus attendre. Vous pensez qu'au Togo, lorsque vous parlez de changement, mais il faut des anciens derrière. Moi, j'appelle ça l'orthodoxie du changement. C'est-à-dire qu'un changement qui n'est pas un changement. Lorsqu'on va m'amener un certain Richard Toki, celui qui a fait le gouvernement de Yadema, il y a de cela 40 ans, on veut me dire qu'il doit encore être derrière. Qu'est-ce qu'il va apprendre aux jeunes? Avec des idées pourries, des anciennes idées. C'est pourquoi l'Afrique ne évolue pas. C'est pourquoi nous sommes restés là. À la limite, ça c'est une injure à la jeunesse africaine. C'est une insulte. Parce que c'est ce qui fait que nous n'évoluons pas. Lorsqu'on me dit que les anciens qui n'avaient pas connu l'ordinateur vont maintenant guider ceux-là qui travaillent avec les ordinateurs, ça c'est un faux débat. C'est grave. Donc nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Moi je vous dis que l'Afrique a plus besoin de sa jeunesse que quiconque que ce soit. La jeunesse africaine au contraire est en train de servir à travers le monde entier. Et ce monde-là profite de cette jeunesse-là. Pourquoi nous ne pouvons pas l'utiliser chez nous? Et on préfère dire que les vieux, parce que c'est, parce que ça, non. Il ne faut pas encourager ces vieux-là. Ils ne sont pas indispensables. Ils ne sont pas indispensables. Ils ont fait leur temps, ils n'ont qu'à dégager et ils n'ont qu'à nous laisser faire. C'est d'ailleurs, nous avons, nos papas ont l'habitude de nous dire que nous vous souhaitons bonne route, bon vent, parce que nous voulons que vous fassiez mieux que nous. Et ils nous ont mis en école. Nous avons fait de meilleures études qu'eux. Et vous voulez que ces gens-là continuent par influencer notre vie? Ça, c'est de vivre vraiment une vie à reculons. Et ce n'est pas acceptable en Afrique maintenant. Okay. L'espoir que les gens nourrissent par rapport à l'Afrique, c'est grâce à sa jeunesse. On ne peut pas bafouer du revers de la main cette jeunesse-là pour dire que non, quand elle va arriver. Non, nous n'avons pas besoin de gens qui n'ont pas connu l'ordinateur pour nous guider. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont en train de nous conduire dans le gouffre. Il faut voir la gestion que ces vieux-là font du pouvoir. Au Cameroun, Paul Biya fait 3 ans, il ne fait pas de conseil des ministres. Il ne reconnaît même pas ses ministres. Ça, c'est la gestion du pouvoir, ça? Ça, c'est une gestion du pouvoir? Ce n'est pas sérieux. Moi, je dis que la jeunesse africaine, il faut lui donner la chance. Elle va sauver l'Afrique. Notre espoir repose sur notre jeunesse. Il ne faut pas la sous-estimer. Je vous dis, la jeunesse africaine est prête à gérer le pouvoir. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit que même dans les sièges de l'UNIR, moi je connais des jeunes compétents qui pourront mieux faire que ces gens-là, ce que ces gens-là sont en train de faire. Quand nous parlons de la jeunesse, il n'y a pas de différence. C'est toute la jeunesse entière. Alors, il faut nous donner la chance. La jeunesse va faire son travail et vous verrez que ça va aller mieux. Il ne faut pas sous-estimer la jeunesse. Non, ces vieux-là ont fait leur temps. C'est des dinosaures à la limite. Ils n'ont qu'à dégager et nous allons construire l'Afrique. D'accord, professeur. Merci. D'accord. Merci, professeur. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va revenir tout à l'heure à vous. Je voulais de passage remercier nos amis Laurent Tussegou et Madeleine Kondo et Béatrice
depuis Boston qui sont en train de regarder ce grand débat. Merci pour tout ce que vous faites, comme le dit Béatrice. Merci beaucoup, mes frères, pour le travail que vous abattez pour l'Afrique. Alors, il y a aussi, M. Kenao, notre ami Madeleine Kondo qui dit ce que je ne comprends pas. Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara veut rentrer dans le nom culotte avec M. Bédié, dans le même culotte avec M. Bédié, aussi encore même pour ses mentors qui lui demandent de prendre une chose, une chaise pour se mettre. Alors, il ne peut pas quand même s'asseoir sur le même banc que M. Bédié. Alors, M. Kenao, avant d'aller jusqu'à Lombe pour voir notre ami Gabriel Ladona. Tu veux que je me prononce sur ce que... Justement, nos amis via Skype, quand même, ils ont quand même quelque chose à dire et ils veulent savoir pourquoi est-ce que M. Ouattara veut se mettre en même temps dans le même, comment on appelle, sur la même chaise que M. Bédié. Voilà, tu sais, j'ai dit que moi, bon, moi je le dis toujours, je veux voir les gens en action. Ok? Si lui n'est pas intéressé, c'est parce qu'il pense que M. Bédié est intéressé. C'est pour ça, en même temps, qu'il cite M. Bédié pour lui mettre devant les faits accomplis, que si moi je ne veux plus être candidat, je ne voudrais pas que toi aussi tu sois candidat. C'est ce que la phrase veut dire. Donc, mais c'est monsieur, on n'a pas vu la phrase, M. Ouattara est sorti, et puis il a dit que je vais me concentrer avec Bédié, et finalement il se présente pour dire que la jeunesse doit avoir maintenant la place. Pourquoi la jeunesse doit avoir maintenant la place? Pourquoi il va chez Bédié? Et n'oublie pas que quand on parle de la jeunesse, tout le monde met du homo, donc on ne peut pas savoir si... non, pourquoi il va chez Bédié? C'est lui le président. S'il ne veut pas aller, bon, il n'a qu'à sortir dire que je demande qu'on donne, je quitte. Bédié est son aîné, donc il faudrait qu'il aille demander des conseils. Non, il allait parler que, il allait tout simplement dire que moi, je vais laisser la place aux jeunes. Mais il est parti citer Bédié. C'est parce qu'il dit, il veut dire à Bédié, moi je ne veux pas aller, toi ne vas pas. Alors que le deal qui a été fait, c'est qu'après lui, en 2020, après lui, Bédié peut-être pourra venir. Donc il dit à Bédié que nous ne devons pas aller. Bédié, tu as été président, donc tu as pu aller laisser la place à la jeunesse. C'est ce qu'il veut lui dire. Moi, c'est la lecture que je fais de la chose. Hein? Il ne voudrait pas qu'on pense que c'est lui seul qui ne veut pas aller. Bédié aussi ne veut pas aller. Est-ce que ça dit que M. Ouattara est en train de préparer quelqu'un qui va de même au pouvoir, dans la mesure où, si cette personne arrive au pouvoir, ne va pas les poursuivre? Moi, j'attends le jour où Ouattara dira que, on dira que Ouattara n'est pas candidat. C'est le jour-là que je vais comprendre. 2020 est presque là. Voilà. D'accord. Gabriel, depuis le mai, est-ce que vous êtes en ligne? Parce que Kagame nous a crié haut et fort que lui ne voit pas celui qui va le convaincre de briguer un troisième mandat. Mais le dossier de Kagame va en 2034, hein? N'oublie pas. Non, après ça, il est parti pour 2034. Donc j'attends. D'accord. Alors Gabriel, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Vous avez des informations à nous apporter ou bien vous avez quelque chose à y ajouter? Oui, tout à fait. Chose due, chose promise. Moi, je félicite tellement Ouattara. Je l'encourage, je lui dis bravo parce que il fut un temps, tous les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à Accra pour signer quand même un protocole d'accord qui respecte quand même, qui dit en son sein que voilà, aucun président, en aucun cas, chaque président doit respecter seulement 2 mandats au pouvoir et quitter. Seul notre président togolais, Faure-Essos Nanyasige, est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont refusé, j'ignore un peu son nom. La Gambie. Voilà, c'est la Gambie, exactement. Merci. Aujourd'hui, si Ouattara dénonce officiellement, publiquement, parce qu'il a organisé toute une conférence de presse, je crois que voilà, c'est tout le peuple ivoirien qui se sont réunis, et il a annoncé que voilà, il ne sera plus candidat. Il serait mieux de donner l'opportunité à la génération future. Donc c'est très bon, bravo. Et je dis que voilà, c'est une leçon donnée aux Togolais.
c'est une leçon donnée surtout à ceux qui sont au pouvoir au Togo, en l'occurrence Fort et Sosuna Yassingé, puisqu'il reste maintenant le seul pays, le seul président de l'Afrique de l'Ouest qui n'a pas signé ce protocole d'accord. Vous voyez, voilà, comme Ouattara a mis main dans le papier, a mis main dans le document, il a signé, que voilà, il ne doit pas faire plus de 2 mandats, il a respecté 5/5. Voilà, le chef d'État togolais, comme il sait bien que voilà, il ne peut pas respecter ce protocole d'accord, il a refusé carrément. C'est la manière, c'est ce qui fait maintenant qu'il croit que voilà, au Togo, ils sont dans leur bain de loi, ils ont raison d'agir parce qu'aucune loi, ils n'ont signé aucun document qui les entrave. Vous voyez maintenant, donc moi je dis félicitations à Ouattara, et c'est comme ça qu'on conduit un pays. Juste promis, il a respecté sa parole. Et c'est ça, c'est bien, il donne une leçon carrément à Fort Sosuna Yassingé. Donc on attend voir. Voilà, il faut qu'on aurait dû le faire automatiquement, bien avant Ouattara, mais finalement il ne l'a pas fait. Ouattara a su rapidement et il a devancé. Bon, aujourd'hui, nous allons voir si au 31 juillet prochain, peut-être on va déclarer ça publiquement de sa part que voilà, il ne va plus se présenter en 2020. Mais néanmoins, il a quand même bouclé. Bon, il est à vers 3 mandats, voilà, déjà. Donc, bravo à Ouattara, bravo. Donc, les Ivoiriens sont sauvés. On dirait que ça rentre dans l'histoire. Alassane Ouattara, aujourd'hui, est rentré dans l'histoire comme un démocrate de la Côte d'Ivoire qui donne leçon à toute l'Afrique de l'Ouest. Oui, je voulais revenir un peu sur Ouattara, là. Allez-y, professeur. Ouais, je voulais tout simplement dire que, bon, lorsque les gens disent que pourquoi Ouattara a voulu, impliquer Bédié dans sa décision, chez nous, il y a un adage qui dit que on ne dit pas à un fou que sa maman est malade. On dit à un fou que sa maman est décédée. Point barre. Comme Bédié veut faire le sourd, il fallait que Ouattara lui rappelle que, entre-temps, mon vieux, vous êtes plus vieux que moi. Allons ensemble dire à la jeunesse que ça suffit. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce que Bédié peut encore apporter à la Côte d'Ivoire? Dites-moi, mes chers amis. Dites-moi, à l'heure du numérique, dites-moi, qu'est-ce que ce vieux-là va apporter à la Côte d'Ivoire? S'il vous plaît, quand même. Lorsqu'il veut, comme il veut dire qu'il est têtu, Ouattara a voulu lui dire que je suis plus têtu que toi. Tu es mon grand frère, moi je me sens déjà vieux. Si toi tu ne te sens pas vieux, je vais te dire que tu es plus vieux que moi. C'est ce qu'il a voulu faire. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle intelligence. Ouattara, il a utilisé la ruse. Si moi je ne peux pas aller, je peux t'amener à ne pas aller avec moi. C'est normal. Puisque lui n'a pas honte, il veut rester. Il dit, mon vieux, allons ensemble, quittons les choses avant que les choses ne nous quittent. Est-ce que c'est un problème? Alors Ouattara, bravo pour avoir conduit Bédié maintenant à prendre la décision. Il doit se prononcer. Parce que la jeunesse du PDCI ne va plus le laisser faire. Elle va lui demander de se prononcer. Et vous allez voir, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci, professeur. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est aussi demain le Togo qui va gagner quand Fort va dire laissons la place à la jeunesse. Mais Fort lui-même, il est jeune encore. Hein? Voilà, c'est ce que je comprends pas. Il est encore jeune. Jeunesse, vous voulez. Au Togo, Fort, il est encore jeune. Il n'a pas 45 ans, non? Il est encore jeune. Nous parlons de la longévité. Il est encore jeune, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas qui est jeune parce que tout le monde met maintenant du yomo. Oublie ça. Bédié, est-ce que vous avez vu la tête de Bédié? Est-ce que vous avez vu cheveux blancs sur la tête de Bédié? Donc voilà, merci pour tous ceux qui nous regardent, Serge Niawa, pour cette émission Grand Débat. Alors, professeur, vous avez dit quelque chose? Oui, je disais que chez Fort, c'est pas Fort qui est vieux, mais c'est le régime qui est vieux. Et tout ce qui est vieux, il faut changer. Que ce soit les hommes ou les régimes, il faut les changer. Ok. Comme on change des bistouris émoussés, parce qu'ils ne produisent plus rien. Ok. Oui, alors Serge, je peux intervenir? Oui, allez-y, vous pouvez intervenir. Oui, je voudrais venir un peu en arrière pour dire, voilà, tout simplement, je viens de soulever un petit point tout de suite concernant la signature d'un accord protocolaire à Accra, dont Ford n'a pas pu signer, il a refusé carrément. Aujourd'hui, si la CEDEAO voudrait quand même l'amener à la raison, s'il refuse que voilà, il n'a pas signé ce document, donc il se trouve dans son bain, dans sa logique d'agir,
Alors ça peut pousser la CEDEAO à prendre une décision contraire ou soit une décision contradictoire à celle que veulent les Togolais. Et si c'en est le cas, les manifestations que feront les Togolais dans les rues hautes là, je crois bien qu'il y aura quand même le soulèvement de l'armée togolaise contre cette population qui manifestera dans les rues, et ça va amener encore des tueries hautes là. Alors quelles seraient quand même les mesures que la CEDEAO, l'Union africaine, la diaspora togolaise et la diaspora africaine pourraient prendre pour aider les Togolais dans ce cas, s'il arrive que la décision soit comme ça? Oui, la question c'est à qui? À Yves ou bien à moi? Vous pouvez y répondre, monsieur le professeur. Ça va à Yves et au professeur. Ok. Voilà, alors monsieur Yves, je vais te dire ceci. Monsieur Yves Kenao a sa philosophie et qui voudrait tout simplement dire que le Togo ne peut jamais sortir de sa crise sans la bénédiction de la grande communauté internationale. Je le dis et je le répète, parce que le peuple peut sortir. S'il est massacré, c'est cette même communauté internationale qui peut intervenir. Si elle n'intervient pas, rien ne sera fait. Personne n'entendra le massacre du peuple. Le cas de l'Égypte est là. Quand le président démocratiquement élu de l'Égypte avait été renversé, la population était sortie réclamant la restitution du pouvoir au président démocratiquement élu. Ce peuple a été massacré comme des mouches. Et comme ça n'arrangeait pas la grande communauté internationale, elle n'a même pas fait cas. Et le silence absolu a régné sur ce coup d'État. Donc je veux dire tout simplement que le peuple peut sortir. Il sera massacré. Et cette communauté internationale va fermer les yeux sur ça. Personne ne parlera. Et ça sera une perte totale pour les familles africaines et les familles togolaises. Mais si le Togo a la bénédiction de la grande communauté internationale, une seule personne tuée durant les manifestations, le régime de Faure Gnassingbé va tomber. Va tomber automatiquement, une seule personne tuée. Mais si elle ne l'a pas, dommage de dire que le peuple sera massacré, mais rien ne sera différent. Je vous remercie. Professeur? Oui, je voudrais tout simplement dire que le problème du Togo a atteint le seuil qui ne permettent plus à la communauté internationale de fermer les yeux. Le peuple togolais, il suffit seulement d'un courage, et je sais même que les massacres dont on parle, ça ne va pas se passer ainsi. Nous avons écouté des audios des soldats qui aussi se plaignent du traitement qui est le leur. Ce n'est pas que les militaires togolais, quand nous parlons de l'armée togolaise, nous l'avons toujours dit ici, nous avons dit que 90% de cette armée-là n'est pas avec ces criminels-là. C'est pourquoi nous continuons par l'appeler armée. Maintenant, le reste des miliciens là, c'est ça, ce officier là, une dizaine, une trentaine, qui est trempé dans les affaires de drogue, qui fait tout. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont eu recours à des miliciens. C'est parce que l'armée en tant que telle ne pouvait pas ou ne voulait pas obéir à des ordres comme ça. C'est pourquoi on a dû faire appel à des miliciens, qu'entre-temps on avait appelé des groupes d'autodéfense. Alors moi je sais que l'armée togolaise dans son ensemble ne va pas accepter de massacrer des gens pour préserver le pouvoir d'un individu qui fait déjà 15 ans après les 38 ans de son papa. L'armée togolaise est plus intelligente que ça. Et lorsque les comparaisons sont établies, nous au Togo, nous vivons, disons, un autre contexte. Le gouvernement de Faure a voulu utiliser le contexte là pour tuer dans l'œuf, n'est-ce pas, l'insurrection populaire, lorsqu'il a amené l'affaire du djihadisme. Heureusement pour le peuple togolais, personne n'a cru sur le plan international.
Personne n'a acheté ça. Mais en Égypte, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait déjà un groupe, les frères musulmans, qui étaient haïs, n'est-ce pas, de cette communauté internationale-là dont vous parlez. Ce qui a amené Al-Sisi au pouvoir, c'est cette même communauté qui a demandé, qui a aidé Al-Sisi de renverser Morsi en Égypte, pour pouvoir, n'est-ce pas, couler le bec de ces frères musulmans, bien gagner démocratiquement les élections. Vous vous souvenez, à la veille des élections, les frères musulmans avaient envoyé une délégation ici venir rencontrer Obama, l'administration d'Obama, pour les rassurer que non, l'histoire, notre histoire, ce n'est plus ça. Nous sommes devenus un parti responsable. Nous, on pensait qu'ils ont pu convaincre l'Occident. On a dit, bon, vous pouvez aller aux élections. C'est pourquoi d'ailleurs, on les a permis d'aller aux élections. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas gagner. Les gens ont présenté un projet de société qui est bon. Le peuple les aime, on les a élus, mais l'Occident n'a pas toujours confiance. C'est pourquoi ils ont manipulé Al-Sisi et il est allé et il a fait le coup d'État. Donc là, on comprend ce qui s'est passé. Mais Faure ne peut pas bénéficier de cela parce que la première tentative de Faure de djihadiser les manifestations a échoué. Et personne ne va plus reparler de ça. C'est pourquoi j'ai dit que si Faure ose manipuler encore ce petit groupe de soldats criminels, je ne parle pas de l'armée togolaise, je parle de ce petit groupe-là, de mercenaires togolais qui ont infiltré l'armée togolaise pour commettre des bêtises. S'ils veulent les utiliser encore pour rééditer ce qu'ils ont fait à Sokodé, à Bafilo, à Mango, je pense que la fin de ce régime va être vraiment précipitée. Et c'est pourquoi je demande au peuple togolais, nul ne viendra d'ailleurs, même quand on parle de la communauté internationale. Avant qu'elle n'agisse, il faut que le peuple togolais se montre volontaire et prêt à ce changement-là. Qu'il accepte des sacrifices afin que l'extérieur puisse venir en secours. C'est tout. Sinon, personne ne viendra. C'est pourquoi on ne doit pas rester à la maison, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Il faut faire du Togo le 31 un Togo qui bouge, qui puisse attirer l'attention du monde entier pour qu'enfin on puisse dire à l'usurpateur que après 15 ans de pouvoir, après 38 ans de la même famille, cède la place, laisse quelqu'un faire, on va vous comparer et puis on va voir. C'est tout ce que les gens demandent. Moi, je ne vois pas un président de la sous-région qui va maintenant dire que non, Faure a raison de rester. Parce que Faure n'a pas donné quelque chose qui puisse nous convaincre qu'il est à même de continuer par diriger le Togo. Après avoir fait attaquer ses propres populations, qu'est-ce que tu vas diriger encore? Il s'est comporté comme un criminel, ce n'est pas normal. En faisant massacrer ses propres populations, il va diriger quelle population encore? C'est pourquoi il n'a plus d'arguments. S'il avait d'arguments, il n'a qu'à venir nous parler, il n'a qu'à s'adresser au peuple togolais. On l'attend et nous donner des arguments solides pour lesquels on doit le laisser être président et nous allons étudier ces arguments-là et voir si ces arguments-là sont valides. Depuis là, il ne s'est pas prononcé, ça veut dire qu'il n'a rien à dire. Il veut se maintenir par la force contre le gré de la population togolaise. Et ça ne passe pas. Même après le 31, si la CEDEAO se prononçait en faveur de Faure Gnassingbé, nous allons continuer jusqu'à la chute de ce régime. Okay. Merci professeur. Je crois que nous tardons vers la fin de notre émission, mais il y a notre ami Agbomapo qui dit dites à Faure de se méfier parce que si jamais monsieur Paul Biya il a plus de 80 ans, donc s'il arrivait que quelque chose lui arrivait au Togo, Faure sera responsable. Et non seulement si quelqu'un piquait une crise, ou bien ceux même de la semaine qui arrive, voilà. Si puis il y a une crise, même les autres présidents qui arrivent, si quelque chose leur arrive au Togo, c'est que Faure est foutu, il sera responsable de tout ce qui va se passer. Voilà ce que notre ami Agbomapo dit. Merci donc notre ami Agbomapo. Nous avons presque terminé notre grand débat. Et je voulais quand même vous dire, vous avez été nombreux de nous ovationner, vous avez essayé nombreux de nous appeler, mais vous n'avez pas eu. Mais on va toujours continuer ce grand débat et parler aussi de la chaîne Vision 4 qui va s'installer au Togo, cette chaîne de propagande qui
a été placé au Cameroun par le président Paul Biya, qui fait même la jeunesse même de Paul Biya et son gouvernement. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci aussi à Madeleine Kondo, Béatrice de Boston, Laurent Tussogoué, Didier Zabalunet depuis l'Allemagne, sans oublier mon ami personnel Abou Bamba Mamadou, cet ami qui aime Tempo Afrique et qui le regarde à tout moment. Il me dit de ne pas l'appeler Docteur Bamba, mais je voulais de passer à lui dire merci pour tout ce que vous faites de notre chaîne de télévision en ligne depuis les États-Unis. Merci aussi à Malik Sall pour cette grande émission qu'il réalise pour tous ceux qui veulent réellement voir, regarder, toucher et s'informer de l'Afrique. Nous lançons à tous ceux qui veulent aussi participer à cette émission d'être braqués devant vos postes téléviseurs et nous appeler à nos numéros bien sûr qui est sur votre écran. Merci, 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 merci. Et ceux qui ont aussi appelé au professeur, merci aussi. Je voulais quand même terminer cette émission pour dire que vous avez été nombreux de nous appeler. Et si vous n'avez pas votre mot de finale, M. Kenao, professeur, Gabriel, je crois que s'il n'y a pas de mot de finale, je vais essayer de vous dire au revoir et vous dire la semaine prochaine. Nous avons avec des mots grand de débat fin. On va sur terminer par un cette mot de même fin, table, ouais. dans ce même studio. Alors, professeur, je crois que le professeur veut dire quelque chose. Oui, non, je voulais juste passer mon mot de fin. Et mon mot de fin s'adresse au peuple togolais. Je demande à ce peuple-là qu'il a déjà trop sacrifié pour reculer. Et que s'il baisse les bras, il n'a qu'à se demander avant de baisser les bras, ce qui va lui arriver après avoir baissé les bras, est-ce que cela ne sera pas pire que ce qui lui était arrivé avant d'avoir pris, n'est-ce pas, son courage avant le corps pour protester contre le régime de Faure pendant 10 mois. Alors, avant de baisser les bras, il n'a qu'à réfléchir et se dire que j'ai déjà trouvé une solution à ce qui va m'arriver et là je vais rester à la maison pour laisser ce régime-là continuer. Au cas contraire, le 31 doit être une journée du Togo, la journée où le Togolais va s'affranchir des 52 ans du règne sans partage d'une même famille. Je vous remercie. Gabriel, rapidement, une seule minute. Oui, merci à tout le monde. Moi, mon mot de fin il ira directement aux détenus politiques qui sont actuellement en détention. Vraiment, malgré que les facilitateurs ont donné quand même leur ultimatum de libérer ces détenus politiques-là, mais finalement aujourd'hui nous n'avons pas quand même la libération totale de ces détenus-là. Je prie quand même ceux qui sont quand même compétents. Je fais allusion de l'opinion internationale en matière de droits de l'homme et également les magistrats de la CPI ou autres là de bien vouloir intervenir pour que ces détenus politiques qui sont quand même les innocents, ils ont le droit de manifester, mais aujourd'hui ils sont quand même coincés, ils sont privés de leur famille, ils sont privés de leurs femmes, de leurs enfants et on ne sait pas ce qu'ils mangent en prison civile aujourd'hui, donc que leur libération nous soit quand même une totalité. Merci une fois encore. Merci Gabriel. Je voulais vous apprendre que la CPI ne peut intervenir que si Faure Gnassingbé leur fait appel. Alors, M. Kenao, votre mot de fin, rapidement. Voilà, je veux tout simplement remercier le peuple togolais, le dire de vraiment prier pour que tout ce qu'il cherche, qu'il le trouve. Et beaucoup de courage. Et en passant, je rappelle aux Togolais que le mardi à 20h de Chicago, sur ce même plateau, je vais animer la grande nuit politique togolaise. La grande nuit politique togolaise, le 31, donc vous savez que c'est le grand jour pour le peuple togolais. Et que le peuple togolais va attendre, une fois encore, sa deuxième indépendance. Donc, ce jour-là, je vais recevoir un grand invité, ça sera la surprise, et avec beaucoup d'autres collègues, nous allons animer en direct ici les grands moments des résolutions de la conférence de la CEDEAO à Lomé. Tout ce que la CEDEAO va arriver comme résolution, nous allons les analyser ici
une à une, et vous donner les chances d'aboutissement des unes et des autres. Alors, ne ratez pas surtout ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Mardi prochain, 31 juillet 2018, à 20h, heure de Chicago. Je vous remercie. Vous avez donc compris, c'est le maître de l'édition spéciale qui vous parle. Et il faut le dire que si nous avons la chance, nous allons participer à cette grande émission d'édition spéciale. Vous savez que l'émission édition spéciale a fait feu lors de Donald Trump, où nous avons fait beaucoup de prophéties. Et aujourd'hui, sans toutefois vous mentir, M. Donald Trump est président des États-Unis. Merci donc à Yves Kenao pour le travail que vous abattez. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont sollicité et qui veulent participer à cette émission. Appelez le numéro qui est sur votre écran. Et quant à moi, Serge Niawa, je vous donne spécialement rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.